Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne c'est trop compliqué ? Ce podcast est fait pour vous et si vous souhaitez le soutenir, sachez que vous pouvez le faire à partir d'€1 par mois via le lien Patreon que vous trouverez en description. Donald Trump is the winner in Wisconsin. That gives him the number of electoral votes he needs to become the 47th president of the United States. This is an incredible moment in American history for Donald Trump. What do you see? Un comeback politique historique dans l'histoire américaine et un tsunami pour le monde et pour l'Europe. Donald Trump est agressif en matière de politique commerciale. Il a promis pendant sa campagne de mettre fin à la guerre en Ukraine en un jour. Il envisage aussi de se désengager de l'OTAN et des accords de Paris sur le climat. Ouais, ça en fait des ingrédients pour une bonne gueule de bois européenne. Alors, quelles seront les conséquences de la réélection de Donald Trump pour l'Europe ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors, parmi toutes les turbulences que nous allons rencontrer, moi j'avais envie de commencer par la sécurité du continent. Parce que bon, si c'est la guerre, le commerce, on va un peu s'en ficher. Et en matière de sécurité, les amis, Donald Trump a fait des annonces pendant sa campagne qui ne sont pas méga réjouissantes, comme l'explique Michel Derdevey, le président du groupe de réflexion Confrontation Europe et de la Maison de l'Europe à Paris. L'intérêt, c'est que Trump a joué le carte sur table assez rapidement en expliquant que les Européens devaient eux-mêmes faire un effort en matière de défense, financier et industriel. Donc, il a donné le cap. C'est une position ancienne de Trump. Position ancienne de Trump, en effet. Il s'est toujours montré hostile à l'OTAN et à son fonctionnement. Lui, il est plutôt sur une position isolationniste. Mais en février dernier, il est allé encore plus loin avec ces quelques phrases décousues qui ont un peu fait flipper tout le monde, côté européen. Je suis arrivé, j'ai fait un discours et j'ai dit « vous devez payer ». L'un des présidents d'un grand pays s'est levé et a dit « si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, allez-vous nous protéger ?» J'ai répondu « vous n'avez pas payé ? Votre compte est en souffrance ?» Il a dit « oui, imaginons que ça arrive. » Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos factures. Cette déclaration remet en cause l'article 5 de l'Alliance Atlantique, en l'occurrence le principe de défense collective, selon lequel tous les États membres doivent venir en aide à un pays attaqué. Alors, sur le moment, ça a déjà fait un premier électrochoc. Les pays qui n'investissaient pas assez dans leur défense, en l'occurrence on demande 2% du PIB, se sont mis à le faire et ont plutôt rattrapé leur retard. Mais maintenant que Trump est président élu, il faut un deuxième électrochoc. Là, un peu, l'Europe est au pied du mur. C'est-à-dire qu'il y a deux volets. Il y a le volet d'abord financier, et l'effort de défense doit être accru, pas uniquement étape par étape, mais aussi à travers une approche commune, globale, européenne en matière de financement, pour avoir un volume de financement plus conséquent. Et puis, c'est aussi ce que dans l'ancienne Commission européenne, Thierry Breton avait plaidé. On ne peut pas mettre plus d'argent en commun pour avoir une défense européenne sans en même temps avoir derrière les industries en Europe. Parce que sinon, on va financer le complexe militaire ou industriel américain. Et donc, c'est complètement absurde que l'effort budgétaire européen, s'il est renforcé, serve à acheter du matériel américain. Pour mémoire, vous savez, il y a 66% des achats d'armement en Europe qui sont basés sur des armements américains. Donc, c'est à terme quelque chose qu'il faut renverser, qui ne se fera pas d'un coup d'un seul. On voit bien que la tendance, elle est là. Plus d'argent et plus d'industrie de défense en Europe. J'ai déjà fait un épisode sur le sujet, mais je le rappelle ici. Quand on parle de défense européenne, il faut pas s'imaginer des militaires en uniforme. Ça reste l'apanage de chaque pays. On pense plutôt à des synergies au sein de l'OTAN, à des achats d'armes en commun, voire même à de la fabrication en commun à terme. Pour l'instant, cette défense, elle n'en est qu'à ses balbutiements,
Mais vous avez l'idée. Bon, évidemment, quand on parle de sécurité, on pense aussi à la guerre en Ukraine. Pendant sa campagne, Donald Trump a affirmé pouvoir la terminer en un jour. Évidemment, tout le monde a compris, en négociant avec Vladimir Poutine et donc aux conditions de Vladimir Poutine. Ça inquiète énormément les Ukrainiens, évidemment, mais ça inquiète aussi certains Européens, notamment Emmanuel Macron, qui s'est exprimé au lendemain de l'élection de Donald Trump. La paix, Volodymyr vient de le dire, c'est aider l'Ukraine à résister face à la guerre d'agression russe. Il peut y avoir des différences de sensibilité autour de cette table. Mais moi j'ai une conviction profonde, notre intérêt est le même. Notre intérêt, c'est que la Russie ne gagne pas cette guerre. Et quel que soit, encore une fois, ce que pensent les uns les autres ici ou les peuples. Parce que si elle gagne, ça veut dire qu'il y a à nos frontières une puissance impériale à laquelle on dit vous pouvez être expansionniste. Je ne vois pas qui peut être en tranquillité autour de cette table si on laisse faire ça. Se pose aussi la question des livraisons d'armes à l'Ukraine que Donald Trump veut réduire. Ça va être très compliqué pour les Européens de la compenser si l'aide s'arrêtait net. On va même se le dire très clairement, ce serait impossible. Notamment parce que l'aide militaire américaine à Kiev, elle atteint actuellement 57 milliards d'euros selon l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale. Et la totalité des pays européens, les 27, donnent actuellement 43,5 milliards d'euros de soutien militaire à Kiev. Donc en gros, il faudrait plus que doubler l'aide européenne pour compenser une absence d'aide américaine. Ne sous-estimons pas peut-être aussi le fait qu'une fois en responsabilité, Trump mettra des bémols, des inflexions par rapport à ce qu'il a dit pendant la campagne. Donc ça veut dire que le réalisme aussi, une fois arrivé à la Maison-Blanche, va peut-être l'amener à partir de janvier prochain à ne pas fonctionner du jour au lendemain avec un arrêt de la contribution à l'OTAN ou un repli du parapluie de la protection de l'OTAN à l'Europe. Voilà, donc moi je pense que Trump est quelqu'un d'assez imprévisible et qui peut sur ces sujets-là aussi, à un moment donné, ne pas d'un coup et d'un seul se replier sur America First. Voilà pour la défense. Mais l'élection de Donald Trump pose aussi des questions côté commerce, car l'ancien président nouvellement réélu est très très agressif en matière de politique commerciale. Il a promis d'augmenter les droits de douane sur les importations et donc sur les produits européens, puisqu'on est les principaux partenaires commerciaux, Europe, États-Unis, États-Unis, Europe. Eh bien, ces droits de douane, il a promis de les augmenter de 10 à 20% par rapport à ce qui est déjà en vigueur, voire même, pourquoi pas, d'aller à 100% pour certains produits. Là aussi, il y aura quand même une réalité. C'est-à-dire que si par hasard il se met à désarticuler toutes les règles du jeu du commerce mondial, il y aura des mécanismes de rétorsion. Donc au final, les Américains seront aussi victimes de la pagaille qu'ils ont créée. Donc je pense que le bon sens aussi peut l'emporter sur le fait que il y aura sans doute du protectionnisme. C'est la ligne de force de Trump premier mandat et peut-être de Trump deuxième mandat, mais aussi il y aura du réalisme quant à savoir sur quel produit à quel moment on peut opérer, et ça renvoie aussi à la responsabilité pour des Européens de même savoir collectivement mettre en place des règles de défense en matière de politique commerciale. Vous savez, la politique commerciale, ça fait partie des 3 politiques transférées au niveau de l'Union européenne dès le début. Dès 1957, la création d'Europe, on a l'agriculture, on a le commerce international et on a la concurrence qui font partie des compétences que les Européens concèdent, accordent au niveau commun. Il faut plus que jamais se mettre collectivement autour de la table. C'est-à-dire qu'on peut pas envisager que face à Trump, il y ait une diplomatie commerciale hongroise, tchèque, française, allemande. Sinon, il va s'enfoncer dans l'espace européen en jouant sur les diversités et les oppositions entre les uns et les autres. Donc, il est urgent que les Européens se concertent. On ne peut pas laisser comme ça le temps passer sans qu'il y ait le minimum de réponses communes ou en tout cas d'anticipation par rapport au moment où il va arriver effectivement à la Maison-Blanche. Alors de l'anticipation, il y en a eu. La Commission européenne a mis en place pendant cette campagne un groupe d'action pour étudier ligne par ligne les programmes électoraux de Kamala Harris et de Donald Trump et préparer des mesures pour réagir. En l'occurrence, sur les droits de douane, c'est la piste de mesures miroirs, donc de mesures similaires,
qui tient la corde. En gros, tu nous mets des droits de douane, on t'en met aussi en rétorsion. Pour ce qui est de la réponse commune, Emmanuel Macron a bien tenté le discours volontariste. C'est un moment de l'histoire pour nous, Européens, qui est décisif. Au fond, la question qui nous est posée, voulons-nous lire l'histoire écrite par d'autres, les guerres lancées par Vladimir Poutine, les élections américaines, les choix faits par les Chinois en termes technologiques ou commerciaux, ou est-ce qu'on veut écrire l'histoire ? Et moi, je pense qu'on a une force pour l'écrire. Mais c'est pas gagné. Pourquoi ? Parce que les 27 avancent pour l'instant en ordre plutôt dispersé. Déjà, on a Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui a toujours soutenu Donald Trump. Là, clairement, il vient de réussir son pari et il s'imagine bien en interlocuteur de choix entre l'Europe et les États-Unis. Pas dit qu'il signe pour des mesures de rétorsion. Et puis, il faut aussi se souvenir que lors du précédent mandat de Donald Trump, les Européens avaient aussi œuvré en ordre dispersé, préférant discuter pays avec les États-Unis et non Union européenne en général. Et ça, Donald Trump, il adore. Ce qu'il faudra regarder, c'est à quel point les intérêts américains ne sont pas déjà présents en Europe au point d'empêcher que la réaction soit collective, globale et efficace. C'est-à-dire que j'entends par là que dans un certain nombre de secteurs et de domaines, le lobbying américain est présent en matière énergétique, dans tous ces domaines. Et donc, ce lobbying américain, il n'a pas intérêt d'avoir une réponse unie, unifiée, forte de l'Europe. Il préfère avoir des positions de différents pays sur lesquels il va jouer. Vous savez, les Américains comme les Chinois adorent l'Europe. C'est un puzzle. Et donc voilà, bon, oui, on est au pied du mur, mais on est aussi au pied du mur avec un miroir sur qu'est-ce que les Européens peuvent faire de manière collective. Mais concrètement, ça se traduit par quoi? Donc je pense qu'il y aura la prudence diplomatique. Bien entendu que tout ça ne se structurera pas avant la prise de fonction effective en janvier 2025. Il serait intéressant que d'ici là, les Européens travaillent sur de vraies positions communes, partagées et surtout déclinées après. Sinon, dans bon nombre de domaines, dans la défense, dans l'énergie, dans d'autres domaines, les Américains ont déjà implanté dans différents pays européens des positions qui sont autant de freins à une réponse globale et commune de l'Union européenne. Et puis autre chose que je voulais rajouter, c'est qu'on a toujours vu, lors des précédentes crises, qu'il fallait à un moment une impulsion politique pour entraîner le reste de la mécanique européenne. Souvent, ça a été la France et l'Allemagne. L'exemple le plus récent, c'est l'emprunt en commun pour la relance après le Covid. J'en avais fait un épisode, je vous le remettrai dans la description. Mais là, en ce moment, c'est un peu compliqué pour le fameux moteur franco-allemand. D'un côté, on a la coalition d'Olaf Scholz qui vient d'exploser. Et en France, on a la censure du gouvernement qui peut arriver à tout moment. Peut-être que cette fois, il faudra faire avec d'autres pays, mais il faudra trouver cette fameuse impulsion. D'autant que les domaines bouleversés par la réélection de Donald Trump sont beaucoup plus nombreux que la seule défense et le commerce dont je viens de vous parler. Il y a déjà l'environnement, l'Europe a misé sur sa transition écologique. Si les États-Unis se retirent une nouvelle fois des accords de Paris sur le climat, elle va se retrouver un peu seule avec toutes ces normes et ces contraintes. Et puis, c'est juste inquiétant pour le climat d'avoir les États-Unis qui se retirent des accords de Paris, ce qui n'est pas un détail. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la compétitivité. Souvenez-vous, l'épisode sur le rapport de Mario Draghi. L'Europe décroche par rapport aux États-Unis et à la Chine, et elle doit se réveiller. Il y a un sujet sur lequel les Européens procrastinent depuis 2015, c'est le sujet de l'union des marchés des capitaux, c'est-à-dire comment on est capable de lever du marché privé des dizaines de milliards, des centaines de milliards pour structurer des politiques d'innovation en matière de technologie, en matière d'énergie, de numérique. Cette union des marchés du capitaux, on l'a pensé, on l'a rêvé depuis bientôt 10 ans. Il faut aujourd'hui la réaliser et urgemment, sinon on va avoir ce qui est le cas aujourd'hui, de l'épargne européenne qui va aller aux États-Unis. C'est complètement, ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire qu'il y a ce volet-là, il y a le volet agricole sur lequel il faut aussi sans doute relancer une politique agricole commune. En fait, l'élection de Trump, elle va réinterpeller tous les compartiments de la politique européenne depuis 50-60 ans. Moi, j'aurais envie de dire, je suis petit des optimistes, tant mieux. Ça veut dire qu'au pied du mur, on réagira de la même manière que les Européens ont réagi après le Covid, de manière unie et solidaire. Là, on a un moment politique international qui va sans doute amener à se poser des questions sans naïveté. Voilà, terminons sur cette note positive. L'élection de Trump peut pousser l'Europe à s'aboutir dans plein de domaines. Clairement, on est au pied du mur. Soit on évolue, soit on survivra difficilement.
Bon, évidemment, comme je vous l'ai dit, il va falloir trouver l'unité et l'impulsion dont l'Union européenne a besoin pour évoluer. Sur le papier, on l'a vu, c'est pas gagné, mais on en reparlera évidemment. Merci à Michel Derdevet, le président du groupe de réflexion Confrontation Europe, président aussi de la Maison de l'Europe à Paris pour son éclairage. N'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram ou sur Twitter. Vous y trouverez notamment un dessin de presse que j'ai publié, dessin de presse de Gatis, qui montre un avion aux couleurs de l'Europe qui s'avance vers un bon gros nuage de turbulence aux airs de Donald Trump, avec cette phrase « Attachez vos ceintures ». Et je trouve que ça résume bien les choses. À très vite.